C'est ce qui se passe dans 95% des pays du monde. Ne croyez pas que j'ai exagéré en vous disant ça. 16 sur 20, c'est pas 20 sur 20. Il reste des imperfections, etc. Mais ne croyez pas que ce soit un truc absolument invraisemblable. Alors, existence indiscutable de cette constante, au début, c'est-à-dire après la sortie de mon premier livre en 2003, il y en a certains qui disaient que c'était pas prouvé scientifiquement, alors maintenant on peut gagner du temps, plus personne ne dit ça. C'est reconnu ce phénomène en France, par pratiquement tous les partenaires du système éducatif. Il y a un appel, je vais vous indiquer un site, si ça vous intéresse, sur Internet, c'est facile à retenir. Ce sont les initiales de Mouvement contre la constante macabre. MCLCM. Mouvement nomosymétrique. MCLCM.fr. Il y a un appel d'une page où il est dit « Les sous-signés, associations et syndicats reconnaissent l'existence de ce terrible dysfonctionnement et parce qu'il faut vraiment tout faire pour éradiquer cette constante macabre. » Vous trouverez pratiquement, je répète, tous les partenaires de notre système éducatif, public, privé. Vous y retrouverez les syndicats nationaux des inspecteurs d'académie, les directeurs de CESEN, les directeurs d'école juive, pratiquement tous les syndicats de lycéens, d'étudiants, de professeurs, de chefs d'établissement. Et je laisse le plus important, le ministère, non. Le ministère nous soutient, vous allez l'oublier. Parce que ça fait plusieurs années que le ministère nous soutient financièrement. Il subventionne notre association. Évidemment, il ne la subventionnerait pas s'il pensait que ça n'existait pas, ce dysfonctionnement. Et dans une lettre que j'adresse chaque année, Monsieur le ministre Luc Châtel, il me demande de bien vouloir signaler que le ministère nous soutient. Alors je le fais, le ministère nous soutient. Alors qu'il y a des restrictions budgétaires. Et je laisse le plus important pour la fin, les enseignants eux-mêmes. Après une énorme enquête que j'ai réalisée, enfin énorme, en tout cas ça m'a pris beaucoup de temps, près de 3020 enseignants dans 15 académies. 3020 enseignants dans 15 académies en France. Et je précise les conditions de passage de cette enquête après mes conférences. C'est-à-dire qui dure 2h30, 3h. Alors aujourd'hui ça durera un peu moins parce qu'il y a d'autres intervenants qui sont prévus. Et puis il faudra laisser la place aussi à des questions. Donc après, je précise, avant il n'y aurait pas eu les mêmes résultats. Question posée, toute simple, est-ce que la constante macabre existe? Il n'y a que 1% d'enseignants qui disent non. 96% disent oui. Et je n'ai pris en compte que des enseignants tenus d'assister aux conférences. Quand par exemple ce soir, je n'aurais pas pris en compte. J'en ai fait des conférences comme ce soir, parce qu'on peut penser que ceux qui viennent là sont déjà un peu acquis à la cause. C'est inattaquable. Des exceptions, il y en a. Ça doit nous rendre optimistes. Pourquoi ça doit nous rendre optimistes? Bien parce qu'on pourrait penser que c'est lié à l'état d'esprit des Français. Les professeurs français seraient plus méchants, plus sadiques. Pas du tout. Il suffit de changer de discipline dans notre pays, en France, pour qu'il n'y ait pas de constante macabre. Alors de quelle discipline je suis en train de parler? Ben, sur les matières considérées à tort, j'insiste lourdement là-dessus, à tort comme secondaire. La musique, l'éducation physique, les arts plastiques. Vous savez, dans les conseils de classe, les enseignants qui enseignent ces matières, quand ils donnent leur avis pour un élève, vous avez bien vu ça, c'est un moment de détente pour le groupe. On regarde dans l'air, on discute avec le collègue, en faisant bien soin de ne pas vexer le collègue qui parle, on hoche la tête, mais on n'écoute pas ce qu'il dit. Le collègue qui parle se dit, je suis là, il faut bien que j'ouvre la bouche, alors il parle, mais c'est que ça ne sert à rien. Là, il n'y a pas de constante macabre. Avec une mise en garde, on pourrait avoir tendance à les plaindre, à se dire les malheureux, quand même. J'ai connu ce sentiment parce que j'ai fait 2 ans dans le secondaire. Tout le reste, dans ma carrière, c'était à l'université. 2 ans dans le secondaire, c'était au collège Marie de France de Montréal, établissement français. J'enseignais les maths et j'étais un peu surpris dans les conseils de classe quand j'ouvrais la bouche. Avant d'émettre un son, tout le monde me regardait. Que va dire le prof de maths? Et puis quand le professeur d'art plastique parlait, personne ne l'écoutait. J'avais tendance à le plaindre. C'est le malheureux quand même. Malheureux. Maintenant, j'ai complètement changé d'avis. C'est eux qui devraient nous plaindre. Si vous voulez savoir ce que signifie une classe, libérée de cet esprit de compétition, de ce rôle de sélectionneur que la société fait jouer aux enseignants, vous n'allez qu'à voir ce qui se passe dans ce type de classe.
Dans l'enseignement primaire, j'ai cru un instant, je l'ai même écrit dans mon premier livre, qu'il n'y en avait presque pas, dans le centre macabre. Heureusement que j'ai mis presque. Ce qui m'avait induit en erreur, vraisemblablement, c'est peut-être deux choses. La première chose, c'est que, en principe, on ne met pas de notes, on met des lettres, acquis, non acquis, en voie d'acquisition, et puis que dans l'enseignement primaire, tant bien que mal, tous les élèves arrivent au CM2, il n'y a pas de filière, un peu plus basse, moins réputée que les autres. Bon. Alors maintenant, et c'est ce qui est passionnant quand on fait de la recherche, c'est qu'on évolue. Après enquête, une longue enquête que j'ai effectuée, j'affirme que dans le primaire, non seulement elle existe, mais elle existe de manière encore plus flagrante. Plus précisément, on propose aux enseignants de mettre 3 types de notes, acquis, non acquis, en voie d'acquisition. Ce qui fait que les enseignants, encouragés par la structure officielle qui leur propose ces 3 paquets, se croient obligés de mettre des élèves dans chaque paquet. Et on retrouve les 3 tiers dont parlent les médias. La réalité, c'est pire qu'un tiers de mon élève, avec des guillemets longues, je vais y revenir. C'est pire qu'un tiers, c'est à moitié, on va y revenir. Alors, je ne le dis pas au hasard, ça. J'ai fait plusieurs enquêtes. Une des enquêtes que j'ai effectuées, j'ai questionné 70 professeurs des écoles. Question posée, toute simple. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre carrière, je m'adressais souvent à des professeurs en fin de carrière, une seule fois, de proposer une évaluation à vos élèves pour laquelle tous les élèves, sans exception, avaient la mention acquis? Ça peut arriver une fois, y compris en maternelle. Ils arrivent, ils laissent papa, ils pleurent, maman, enfin, ils se disent papa d'abord, parce que c'est souvent les papas qui accompagnent leurs enfants, etc. Ils pleurent une fois. Réponse quasi unanime, le cri du cœur. Évidemment non. C'est-à-dire non seulement ils disent non, mais évidemment non. Et ça part d'un bon sentiment. C'est pas du tout par méchanceté. Ils disent, quand on pose une question, c'est pour faire réfléchir. Pas méchant, quoi. Et en France, on est convaincu d'avoir fait réfléchir s'il y a certains élèves qui ne sont pas arrivés au bout. Bon, ça, c'est inconscient. Je vais revenir sur ce point qui est très important. Pourquoi ce type de réponse? Dans l'enseignement professionnel, alors là, pour de bon, il y en a moins. Même parfois, presque pas. Là, c'est prouvé, mais ce qui est sous-jacent, vous l'avez compris. L'enseignement professionnel, bon, ils savent déjà ce qu'ils valent, ils ne sont pas très bons. On va leur mettre une bonne note, les pauvres. Ça va les encourager, mais ils ont déjà été triés, ça ne coûte pas, on peut leur mettre. Alors je vous le dis avec beaucoup d'ironie, parce que j'ai le plus grand respect pour l'enseignement professionnel, et en plus, dans le domaine de l'évaluation, il faut savoir que dans l'enseignement professionnel, ils sont nettement en avance sur l'enseignement général dans le domaine de l'évaluation. Ça fait 40 ans déjà, ou 50 ans, qu'ils parlent de capacité, de compétences. On a l'impression d'avoir tout découvert depuis quelques années, là. Ils le font déjà depuis bien longtemps. Je vais nuancer mon hommage. Ils n'ont pas grand mérite à être en avance. Pourquoi? Parce que la situation dans notre pays, dans l'enseignement général, dans le domaine de l'évaluation, est dans un état catastrophique, déplorable. Je ne le dis pas ici au Maroc, hein, comme ça, parce qu'après un voyage en avion, on peut être fatigué ou énervé. Non, 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 je le dis en haut lieu, au ministère. Je le dis plusieurs fois, je suis été invité à l'ESN. L'ESN, c'est l'École supérieure d'éducation nationale. Une fois, 250 inspecteurs, je l'ai dit. Si on veut que les choses changent, il faut le dire. Notre système d'évaluation est dans un état déplorable, mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que notre système éducatif est dans un état déplorable. Beaucoup de points du système éducatif français dont on n'a pas à rougir, au contraire. Il n'y a qu'à voir le succès des lycées français à l'étranger, développement de l'abstraction, par exemple. Quand on compare à d'autres pays, notre système éducatif fonctionne bien. Et malheureusement, c'est ça qui fait mal au cœur, ça marcherait tellement mieux s'il n'y avait pas cette maudite constante macabre. Avoir la moyenne. Si on me demandait de dire quelle est, à mon avis, l'expression la plus stupide, à mon avis, quand on parle d'éducation, sans hésitation, je dirais avoir la moyenne. Plus précisément, pendant 20 ans, à l'université Paul Sabatier de Toulouse, où j'enseigne, j'étais convaincu qu'un bon sujet d'examen que je posais devait donner lieu à une moyenne de 10 sur 20. Comme j'avais un tempérament un peu généreux, 10,1. 10,2. Mais enfin, si j'approchais du 11, on me regardait de travers. C'était pas sérieux ce que j'avais fait. Alors je ne sais pas si vous réalisez.
Là, il doit y avoir des profs de maths dans la salle, on va mettre des quantificateurs. N'ayez pas peur pour ceux qui ne connaissent pas le mot, vous allez comprendre aussi bien. Quel que soit le niveau des élèves, quel que soit le travail des élèves, quelles que soient les qualités pédagogiques de l'enseignant, tous les quels que soit, quel que soit le climat, on pourrait penser quand il fait chaud, on travaille moins bien ou mieux, tous les quels que soient, j'avais rempli ma mission s'il y avait 10 sur 20 de moyenne. Avec une répartition régulière des notes, ça veut dire environ la moitié en échec, la moitié avec moins de 10 en échec. Alors si vous arrivez à trouver quelque chose de plus stupide que ça, et j'adore mon métier en plus, hein, quoi que je fasse, ma mission était remplie si un élève sur 2 était en échec. Toute proportion gardée, c'est un peu comme si un médecin disait, moi j'ai rempli ma mission s'il y a un malade sur 2 qui ne guérit pas. Alors ça fait un peu sourire, mais vous savez que pour un élève, être en échec quand il a travaillé, c'est une vraie souffrance. En tout cas, au début. Après, c'est un instinct de survie. À force d'être en échec, j'ose pas faire un bras d'honneur, mais vous l'imaginez, je dis l'école, je n'ai rien à faire. Mais avant d'arriver à ce stade, croyez-moi, c'est une grande souffrance quand on travaille et qu'on n'a pas de bons résultats. Alors, pour dire à quel point cette notion est stupide, ben, il faut savoir qu'elle est incomprise en dehors de nos frontières. Par exemple, au Canada, où ils parlent le français, vous le savez bien, j'ai fait une mini-enquête auprès d'une dizaine de collègues qui avaient enseigné dans des établissements français, des établissements secondaires français. D'abord, tous me disent pareil, on croyait être dans un asile de fous. On entendait dans des classes où les élèves avaient été sélectionnés, ils ne savent rien, ils sont nuls, le niveau baisse. Et ils ajoutent tous les 10. On ne comprenait pas au début, quand on entendait autour de nous des professeurs qui disaient, dans ma classe, il y a 12 élèves qui ont la moyenne. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et moi qui pourtant travaille sur ce sujet, je ne comprenais pas ce qu'ils ne comprenaient pas. Est-ce que certains d'entre vous comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas? Je vais vous dire, chaque fois qu'ils entendaient ça, ce qu'ils comprenaient. Par exemple, j'ai dans ma classe 12 élèves qui ont la moyenne, ils comprenaient qu'il y avait 12 élèves qui avaient exactement la note moyenne. Imaginons que ce soit 10,2, ils comprenaient qu'il y avait 12 élèves qui avaient exactement 10,2. Jusqu'au jour où ça leur semblait bizarre, ils ont enfin compris au bout de plusieurs mois, souvent, ce que voulait dire avoir la moyenne. Bonne note non méritée, est-ce un dysfonctionnement analogue? Vous voyez, ça c'est tous ceux qui ne voient pas en bas, voilà, il n'y a que ça qui est écrit, je vous le dis. Bonne note non méritée, un dysfonctionnement analogue, ça je tiens à le mettre, parce que ça montre à quel point ce dossier est sournois, et incroyablement sournois. Il y a beaucoup d'inconscients, d'irrationnels. Alors plus précisément, après la sortie de mon livre, le lancement donc, de ce combat en 2003, j'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues, souvent des amis. Bon, je laisse de côté quand même 2 à 3% de professeurs, un peu sadiques, même sadiques. Hein. Ils existent, il y en a partout, ils existent. Moi j'ai vu dans des délibérations, mais vous avez dû connaître ça, des professeurs quand après un vote, une discussion tendue, après un vote, un élève était collé, moi j'ai vu des visages s'illuminer divinement autour de moi. C'est pas mes amis. Mais ils nous portent tort. Ils nous portent tort parce que comme dans les phénomènes de racisme, on a tendance à généraliser à partir de ce qui ne va pas. Ils nous portent tort. Mais l'énorme majorité ne fonctionne pas comme ça. Donc je reprends, j'ai eu des discussions avec des professeurs normaux. Et souvent, pas qu'une fois, sinon j'en parlais pas, ils m'ont dit la chose suivante, je suis d'accord, il faut lutter contre la conscience macabre, mais il faut lutter aussi contre un autre phénomène. Ce sont des classes où il y a trop de bonnes notes. Qu'est-ce que je répondais? Où les notes sont trop bonnes. Je disais que d'abord ça arrivait moins souvent que la conscience macabre, que à choisir, je préférais être gentil que méchant. Enfin, je faisais des réponses de ce type. Il m'a fallu plusieurs mois pour me rendre compte que je ne faisais pas la bonne réponse. J'ai envie de dire qu'il s'agissait là d'une discussion entre deux bons Français, en quelque sorte. Celui qui me posait la question et moi qui répondais. Si j'avais le temps, là, je vous laisserai un peu réfléchir pour voir où est le piège dans cette discussion. Il y a un piège énorme. C'est que quand on pose cette question, ce qui est sous-jacent, c'est quoi? C'est qu'il y aurait une certaine symétrie autour du 10. C'est lié à la notion de moyenne. On regarde les excès d'un côté, mais de manière symétrique, il faut regarder les excès de l'autre. Or, ce n'est pas du tout symétrique. Il est normal qu'un professeur s'inquiète s'il a 5